j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un podcast, matinal, même très matinal. Il est 7h15 et je suis accompagné de, Jade Genin qui vient, d'ouvrir sa chocolaterie au 33, boulevard de avenue de l'Opéra pardon, à Paris. Bonjour Jade. Hello, ça va? Très bien et toi? Très bien. Je voulais qu'on aborde tout ton parcours, qui t'a mené, justement à ouvrir, cette chocolaterie donc je te laisse, te présenter. Alors mon parcours, j'ai 30 ans, mais j'ai eu le temps de faire plein de choses. Donc il est toujours un peu long à raconter. Je vais le faire en marche rapide. Alors j'ai commencé en sport-études quand j'étais jeune, en patinage artistique. Je le mentionne toujours, même si aujourd'hui je fais des choses qui n'ont rien à voir, parce que je pense que la pratique intensive d'un sport, quand on est jeune, ça permet quand même de donner un certain sens de l'acharnement qui est assez utile et puis le patinage artistique en particulier qui m'a assez imprégnée, sur un niveau esthétique puisque, aujourd'hui, je suis assez fan de tout ce qui va être, irisé et doré et je pense que ça, c'est quand même une petite marque, du patinage et ensuite après ça, donc j'ai arrêté le patinage, en première année de fac puisque j'avais plus le droit, donc j'ai fait plus le temps, annonce de la suite. Donc j'ai fait une fac de droit où j'ai réalisé un diplôme qui s'appelle un magistère, qui est un parcours assez soutenu en droit. Donc j'ai toujours assez, été fan des parcours assez soutenus, je dois dire. J'ai passé le barreau assez jeune et puis j'ai exercé 2 ans comme avocat, 2 ans durant lesquels, je me suis rendu compte que, la chocolaterie me manquait beaucoup et je dis manquait puisque, mon père est chocolatier. Il a ouvert sa chocolaterie quand j'avais 4 ans et du coup, c'est un univers dans lequel j'ai toujours baigné et qui a toujours fait partie de moi, raison pour laquelle j'ai eu du mal, à m'en éloigner et que j'en suis revenue après 2 ans d'exercice, d'avocat, qui est un métier qui par ailleurs me plaisait beaucoup parce qu'il apporte plein de choses et surtout qu'il est très connecté, à la société. Mais il y avait cet élément chocolat qui me manquait plus que tout et du coup, après 2 ans, de bon exercice, j'ai tout quitté et je suis partie rejoindre papa dans sa chocolaterie pendant, un peu plus de 3 ans, durant lesquels, le projet d'ouvrir ma propre chocolaterie a mûri et en 2022, en novembre, j'ai ouvert ma propre chocolaterie. Et c'est comment de travailler, de se faire, former par, un parent, un proche? Je pense que chacun le vit différemment. Moi, je suis extrêmement proche de mes parents. C'est vraiment, les personnes les plus importantes pour moi et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, mais moi je de ce constat, en pratique, ça fait que je les vois le plus possible. J'essaye de passer le plus de temps possible avec eux pour profiter, du temps qui me reste, avec eux. Parce qu'on a tendance à oublier que nos parents vont pas être là, pour toute notre vie et c'est vrai que moi, c'est une pensée qui me fend en 2 quand j'y pense et du coup, j'essaye de passer le plus de temps avec eux. Du coup, pour moi, c'était un bonheur, même si parfois, on se dispute, hein, c'est la famille, c'est comme ça. Mais pour moi, c'était un bonheur, ce d'autant que j'ai la chance d'avoir été formée par papa, mais que maman soit aussi dans la chocolaterie, de papa, plutôt sur tout ce qui est, administratif. Donc j'avais vraiment la chance de profiter des 2 et je suis ravie d'avoir pu passer, 3 ans, en les voyant tous les jours, autour de la trentaine, quoi. Franchement, moi, je considère ça comme un luxe, c'est trop chouette. Super chouette, super touchant. La question, qui me vient, c'est le fait de, travailler en famille et ça a eu l'air d'être fait avec, grand plaisir. Est-ce que toute la journée, vous parliez pas que de chocolat ou vous arriviez à cloisonner, on va dire, les sujets, à avoir vos instants à vous? Parce que j'ai l'impression que vous voyez souvent, même en dehors de la chocolaterie. Bah, c'est vrai que la journée, forcément, comme on est dans le bain, on est plutôt axé sur ça. Après, ce qui peut être chouette, c'est que justement les moments de break comme, je sais pas, une pause déj ou un petit déj, hem, il y a un mécanisme où on va un peu se forcer à parler d'autre chose pour que ça devienne un vrai break, quoi. Mais nécessairement, quand on a une entreprise
déjà toute personne qui a sa propre entreprise et ce d'autant plus, je pense, dans les entreprises familiales, ça prend une place importante, de la vie et sûrement plus importante qu'un travail, lambda, je dirais. Mais ça vient aussi du fait que du coup, l'entreprise et le projet ne devient pas juste un travail. C'est-à-dire que dans le travail, il y a pas que le travail, il y a beaucoup d'investissement, beaucoup d'amour, donc forcément, c'est des projets qui prennent des places, plus importantes, mais c'est quelque chose de voulu, c'est pas quelque chose d'imposé, donc c'est parfaitement bien vécu, même s'il y a forcément des périodes où c'est fatigant, où on aimerait bien, pouvoir, lever le pied un peu, mais c'est un choix, donc c'est quelque chose de positif. Oui, en plus, là, dans ton histoire, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a une forme d'héritage. Et à mon sens, alors moi j'ai travaillé dans le monde agricole, donc la comparaison va peut-être te paraître un peu étonnante au début, mais c'est vrai que les gens qui pouvaient hériter d'une ferme, et souvent c'est à l'intérieur d'une famille, Mmh. au-delà de l'amour pour le métier, il y a cette dimension patrimoniale, Ouais. quasiment affective. Donc là, toi, c'est plus du savoir-faire que d'hériter d'un atelier et des outils. Exactement, ouais. Mais il y a une vraie dimension sentimentale, et c'est vrai que ça Ouais, doit ouais, renforcer ce côté. c'est une super bonne comparaison et d'ailleurs, je pense que tout ça est hyper mêlé entre l'amour, du métier, les souvenirs aussi parce qu'ayant grandi dedans, je pourrais jamais savoir si, souvent on me pose la question: «Est-ce que tu penses que tu aurais fait du chocolat si tu avais pas un père chocolatier?» Mais cette question elle est insolvable et je pense, non pertinente parce que, heu, on peut pas démêler ce qui est de l'ordre, de l'amour pur que de l'amour du souvenir ou effectivement du fait, de d'avoir un héritage, si je puis dire, ou en tout cas quelque chose qui nous lie, de manière indéfinie à nos parents. Enfin, c'est vrai que c'est hyper compliqué de démêler tout ça et effectivement, ce qui est génial, c'est que mon héritage, en tout cas celui de papa, je le garde avec moi, pour la vie. Enfin, je veux dire, il y a rien qui pourra me l'enlever donc ça, c'est vrai que c'est hyper chouette. Oui, quasiment comme l'éducation dans la vie de Mmh. tous les jours. Complètement, c'est la gastronomie, de manière générale, c'était un point primordial, de mon éducation. On est des gourmands chez les jeunes. Ouais, 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 c'est clair. Non, mais moi, c'est vrai que dès petite, mes parents, ils avaient à cœur de me faire découvrir les bons produits, les bons endroits, et puis ils ont toujours été eux-mêmes, très fans, de ça. Alors papa évidemment, mais maman aussi. Et du coup, ils me racontaient, par exemple, que quand ils étaient jeunes et qu'ils avaient pas beaucoup de sous, ils préféraient ne pas partir en vacances, mais par contre, se payer un week-end, chez Georges Blanc. D'accord. Là, on est vraiment sur les ultras de la démarche. Mais je suis un peu comme eux, donc je les jugerai pas. Et tu disais que justement, il t'avait fait découvrir voilà, des super mets, des super lieux. Donc il y a une forme d'émancipation, enfin de démarche de t'émanciper, de te rendre libre par rapport à tout ça. Quand tu disais que tu avais mûri le projet d'ouvrir une Ouais. chocolaterie, ton père et ta mère t'ont encouragé, pas spécialement, voire peut-être au début essayer de te retenir. Comment ça s'est passé? Alors je pense qu'au début, ils s'y attendaient pas du tout. Moi, c'est vrai que mon caractère, j'ai tendance à réfléchir, les choses dans ma tête sans en parler. Et puis une fois que j'en parle, ça y est, c'est fait et c'est demain, quoi. Ouais, tu avec le Heu business plan intégral. Ouais, c'est ça et j'avais fait pareil d'ailleurs pour ma démission de mon cabinet d'avocat à travailler chez papa. Quand je suis allée voir papa, et mon compagnon d'ailleurs, j'avais déjà démissionné, sans en leur avoir parlé du tout, quoi. Je leur ai dit: «Bon, bah, voilà, j'ai démissionné donc j'ai un préavis de 2 mois, je peux commencer dans 2 mois à la chocolaterie». Et je fonctionne assez comme ça. Du coup, au début, je leur en avais pas parlé, ce d'autant que, hem, bon, je pense qu'on a tous beaucoup d'idées, beaucoup de projets, qui passent pas à l'action parce que c'est normal. Il y a aussi des choses qui font partie du domaine, de l'échappatoire, de la rêverie. Donc je voyais pas forcément l'intérêt d'en parler au départ et puis, les jours passant, le projet s'affinait un peu et quand j'avais,
alors je dirais pas tout le projet en tête, hein, parce que même, depuis l'ouverture, j'ai modifié des choses donc on n'a jamais, on n'a jamais quelque chose de fixe, mais quand j'avais un brouillon suffisamment, propre, pour qu'il puisse se transformer en projet, je suis allée voir mes parents pour leur en parler. Je pense qu'au début, ils l'ont peut-être un peu pris comme, quelque chose de réaction à chaud, peut-être à une engueulade ou à quelque chose que j'avais pas apprécié ou je sais pas quoi. Donc papa au tout début, mais c'est normal, elle a pas forcément compris parce que, il l'a peut-être pris comme, «C'est pas assez bien pour moi ici». Ouais, Ce que je comprends parce que lui, c'est l'œuvre de sa vie, ce qu'il a fait, et du coup, c'est toujours des sujets sur lesquels, on est hyper sensible. Quand on investit son âme et tout son temps dans un projet, on a envie et c'est normal que tout le monde ait une adhésion, intégrale, à l'histoire, ce qui est mon cas. J'ai une adhésion intégrale à ce que papa il faisait à ce que papa il fait et d'ailleurs, quand lui il prendra sa retraite, moi je reprendrai les 2 maisons. Mais du coup, au début, il y a eu un peu cette, incompréhension qui a été très, très courte, puisque, on a tout de suite, discuté. Je lui ai expliqué les raisons et du coup, maman et papa sont tombés, d'accord avec moi sur le fait que c'était mieux que j'ouvre, une autre, chocolaterie. Et puis de toute façon, même si, j'ai ouvert ma chocolaterie et que du coup, on a deux chocolateries, pour moi, ça reste un groupe familial. C'est-à-dire qu'il y a pas du tout de coupure de pont. Alors nécessairement, on se voit moins puisque eux, ils sont, occupés, moi aussi. On a 2 projets différents, mais ça reste quand même quelque chose d'assez, lié. Et d'ailleurs, on envisage de faire, des collaborations comme par exemple pour l'épiphanie, on pourra commander la galette de papa chez moi. Pour Pâques, on aura une collection commune, de sujets peints. Donc il y a quand même un lien entre ces 2 maisons et de toute façon pour l'avenir, comme je te l'ai dit juste avant, je reprendrai la direction des 2 maisons. Donc il y a évidemment aucune rupture totale. que d'annonces. On n'a Moi, pas beaucoup de temps, je balance tout. non mais t'as raison, comme ça, il y a la substantifique moelle, comme on dit. Oui, j'allais rebondir sur ce que tu disais, c'est Ouais. qu'effectivement, entre ta communication et que tu reconnais volontiers abrupte ou en tout cas assez surprenante dans l'annonce des faits, eux derrière, c'est vrai que tout est mêlé, on en parlait, le côté personnel, professionnel, Mmh. et ça pose plein de questions, même de père à fille, de mère à fille. Voilà, il se sent plus bien avec nous, peut-être même inconsciemment, mais c'est vrai que si finalement vous n'avez pas échangé ou trop échangé par rapport au sujet avant, Ouais, forcément. c'est Ouais, déstabilisant, c'est ouais. sûr. Ouais, complètement. Mais je pense qu'après ils ont enfin pas je pense, je suis sûre, qu'ils ont compris après parce que, en fait, l'idée de base, c'est pas au départ, c'est pas que j'ai forcément pensé à ouvrir une autre chocolaterie, c'est plutôt que j'ai commencé à penser à des produits que j'avais envie de faire et ces produits, même s'ils sont fabriqués avec, une vision de l'artisanat que je partage avec papa, ils ont un ADN qui est assez différent de l'offre, de papa et et je trouve que quand on a un monument comme ce que papa a réussi à créer, on vient pas le troubler avec un ADN nouveau parce qu'on sait jamais ce que ça peut entraîner donc hem, c'est-à-dire que enfin, selon moi, heu dans le pire des cas, ça pouvait un peu ébranler la construction qu'il avait faite en introduisant, cet ADN différent de ce qu'il était et c'est vraiment pas un risque, que j'avais envie de prendre, bah, par respect pour ce qu'il avait construit et puis aussi de manière plus terre à terre, parce que, c'est mon héritage, mais c'est aussi, hem, le capital de mes parents et donc c'est pas quelque chose avec lequel j'ai forcément envie de prendre des risques. Oui, c'est là aussi hyper intéressant et touchant à la fois ce que tu dis sur ta famille et leur maison à eux. C'est que finalement, à t'écouter, on peut considérer qu'ils ont réussi, et principalement ton père, leur mission de te donner goût improvisé, entre guillemets, à créer. Finalement, ça s'est fait quasiment malgré toi, naturellement. Ouais. Et ouvrir ta chocolaterie,
c'était la suite, logique. Mais il n'y a jamais eu de démarche, entre guillemets, je veux faire les choses différemment ou limite, devenir un concurrent. C'est Ah oui, plus non. que voilà, tu voulais faire ça, dans ton style avec ta patte et Ouais. respecter effectivement, et là, tu lui as fait un bel hommage, à l'instant, Mmh. ce qu'avait construit ton père. Exactement, c'est vrai que moi, j'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait papa. C'est quand même, enfin, c'est merveilleux et puis oui, oui, c'est ça, comme il dit, il faut faire les choses avec ses tripes et je pense qu'il l'a fait et moi je l'ai tellement entendu que maintenant j'en suis, convaincue, quoi mais oui, non, c'était naturel mais je pense quand on a ces 2 parents qui sont chefs d'entreprise et qui sont contents de l'être avec toutes les difficultés que ça implique, hein, moi ça m'a imprégnée. Quand j'étais petite, je pensais que tout le monde devenait chef d'entreprise à un moment dans l'évolution de sa carrière. J'adore. Je croyais que c'était le cycle, normal, quoi, Oui, et même d'être hem, ouais, entrepreneur, quoi, de oui, lancer ton affaire, avec tes produits ou tes services et te je croyais que tout le monde le faisait à un moment et bah, bien sûr après plus tard j'ai compris que non, oui. forcément ça infuse, tôt et du coup après il y a des choses Être, fille d'eux, parce que malgré tout, c'est comme ça pour, le «meilleur et pour le pire» entre guillemets. Tu es fille, d'un chocolatier, donc en plus tu évolues, dans le même milieu, que mmh. ton père et ta mère. Quels conseils tu donnerais à des gens dans ce type de situation? Parce que je suppose que ça doit comporter, des avantages et des inconvénients. Très franchement, moi je fais pas trop attention aux inconvénients. On est toujours la fille de quelqu'un et ça a toujours son lot, d'inconvénients. Je fais toujours attention qu'aux avantages, en tout cas, sur ce point de vue-là. Mais pour moi, les avantages, ils sont plutôt de l'ordre que, bah, nécessairement, ça aurait pas été, enfin, ça aurait pas été mon père, j'aurais pas eu la même formation. Parce que c'est même pas une formation, je dirais, sur place, c'est, une formation diffuse qui a commencé quand j'avais, 4 ans, quoi. C'est irrattrapable, c'est-à-dire que, hem je suis arrivée, en chocolaterie quand j'ai quitté le métier d'avocate. Je savais déjà faire, la moitié, de ce qui était fait là-bas. Alors bien sûr, pas avec la même, finesse et la même, propreté d'exécution qu'aujourd'hui, mais je savais déjà, quasiment tout réaliser. Je savais aussi, enfin quand je dis je savais, c'est pas, j'en avais conscience du moins, de D'un point de vue théorique, quoi. problématiques Mmh. principales, même, des périodes de rush, de comment ça fonctionnait, de qu'est-ce que c'était le métier. Parce que aussi, il y a pour beaucoup de reconvertis, hein, comme moi, la différence principale qu'ils vont avoir à affronter, enfin la difficulté principale qu'ils vont avoir à affronter que moi je n'ai pas eu à laquelle je n'ai pas eu à faire face, c'est, la réalité du métier, qui est très différente de ce qu'on voit à la télé, hein. C'est pas du tout comme dans les émissions Top Chef. Et non, mais c'est vrai, hein. Oui, il faut le dire, Ouais pour les gens qui et veulent se lancer en tout cas, ouais, ouais, franchement, ça reste un métier qui est, à la fois un artisan, mais aussi un ouvrier, donc ça implique de la répétition, ça implique beaucoup de ce que certaines personnes qualifient de tâches ingrates, ou je ne sais quoi. Mais tout ça, c'est des choses dont j'avais pleinement conscience. Quand j'ai dit: «Je veux être chocolatière», je savais très bien ce que j'allais faire. Je savais très bien, quelle période allait être, plus chargée que les autres, hem j'avais aussi conscience de plein de choses dont certains prennent conscience un peu tard, mais par exemple les délais d'approvisionnement, je sais pas, du packaging de certaines matières premières parce que je l'avais entendu à la maison et ça, c'est une formation qu'on peut pas, bien sûr qu'on peut remplacer avec le temps, mais je veux dire à mon âge bon alors cela dit, je suis assez vieille pour une chocolatière puisqu'il commence tôt, dans le milieu. je suis assez vieille pour une chocolatière, c'est pas mal ça. Mais à mon âge, c'est plein de choses dont les gens n'ont pas forcément, qu'ils n'ont pas forcément encore appris parce qu'ils n'ont pas forcément eu à y faire face, quoi. Donc c'est sûr que cette formation, je l'aurais pas eu autrement. Donc moi, en réalité, je pense à ça, je pense pas trop au reste parce que je pense qu'on n'y fait pas attention. C'est de l'extérieur que les gens, ils me qualifient de fille d'eux,
pour moi, je suis la fille de mes parents, il y a rien de Oui, y a de rien nouveau sous le soleil. ouais, ouais, voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est l'aspect effectivement immersif, très Mmh, formateur. ouais. Et ce que ça suggère aux gens qui veulent lancer leur affaire. Parce que bon, tout le monde ne devient pas entrepreneur et entrepreneuse, mais il y en a quand même qui peuvent y penser, comme tu le disais, on a tous des idées, souvent c'est de l'ordre de la rêverie dans un premier temps, mais il faut aller se renseigner, se former et justement se rendre compte alors peut-être pas de la difficulté parce qu'on peut le voir positivement, mais de la réalité du futur quotidien vers lequel on s'oriente. Et comme Ouais, ça, absolument. derrière, on peut arriver comme Jacques Genin, au lieu de demander aux gens est-ce que je deviens chocolatière, c'est leur dire bah, je vais devenir chocolatière et je vais vous dire comment. Ouais, ouais, non, mais exactement, ouais, c'est vrai que c'est important de se renseigner, en amont. Mais c'est pas facile parfois, hein, parce que, malheureusement, pour vraiment se renseigner, parfois, faut juste se lancer, quoi. Oui, et c'est vrai, c'est qu'il y a la théorie, la connaissance, mais après, il faut le vivre. Et toi, Ouais. bon, tu reconnais que c'était une chance de le vivre, même par procuration via tes parents. Mais effectivement, il faut avoir les mains alors là, pas dans le cambouis, mais le chocolat plutôt. Ouais, ouais, bah, vu l'état de mes mains, on pourrait croire que c'est du cambouis. Et d'ailleurs, en parlant voilà, de chocolat, on se rapproche un peu de l'atelier là, au fur et à mesure de la discussion. Question simple, mais comment on fait du chocolat? Et même si c'est le terme d'ailleurs que tu utilises, faire du chocolat, créer du chocolat. Comment on crée du chocolat? Ouais, Travail, beaucoup de travail, forcément. En tout cas, aussi beaucoup de travail, j'allais dire, pour le chocolat artisanal. En tout cas, le chocolat artisanal, c'est ce que je connais, mais j'imagine que le chocolat industriel, c'est aussi beaucoup de travail, mais une autre sorte, de travail. Non, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'implication, beaucoup de rigueur. C'est des métiers qui sont extrêmement rigoureux et je pense que ça, c'est assez dur à acquérir parce que moi, j'ai eu la chance de faire des études de droit et d'exercer en tant qu'avocate. Donc, on m'a bassiné la tête de rigueur pendant 7 ans. Donc c'était quelque chose que j'avais assimilé. Mais je pense que c'est des métiers qui exigent une rigueur, que ce soit au niveau de l'hygiène, au niveau, des détails. Par exemple, le chocolat, il faut faire très, très attention aux températures. Hem, dans 90 des cas, c'est un problème de température et ça se joue au degré près, hein. C'est-à-dire que si je travaille, le chocolat à 31 degrés au lieu de 30 degrés, ça ne marche pas. Là, tu parles de la conservation et aussi de la cuisson quand tu parles de température. Ouais, de la fabrication. De la fabrication, le chocolat, alors ça, c'est assez propre au chocolat en cuisine. Il faut le tempérer pour que, pour qu'il ne blanchisse pas. On a tous vu, une vieille tablette qui est restée dans son placard et qui est devenue un peu blanche. Ça, en fait, c'est le beurre de cacao qui remonte à la surface, qui essaye de s'échapper D'accord. et pour éviter ça, il y a une opération technique qui s'appelle le tempérage et qui implique une variation de température du chocolat qu'il faut suivre, très rigoureusement. Hem, donc il y a cette rigueur qui est importante, qui est pas facile à acquérir. Il y a aussi, faut le goût, donc il faut sans cesse goûter son produit pour voir, s'il est bon et pas qu'une fois au moment où on fait la recette, c'est-à-dire qu'il faut le goûter, à chaque étape et à chaque fois et Ah, c'est terrible vraiment cette rigueur, quel enfer. là, c'est pas facile, hein. Non, mais franchement, il y a, une fois, j'avais fait passer un copain à moi à la chocolaterie et je lui ai fait goûter, 3 chocolats. Et il m'a dit, «Heureusement que je suis allée au sport avant» et là, j'ai compris qu'en fait, j'étais complètement déphasée parce que, moi, je dois en manger, 20 par jour et du coup, quand il a dit: «Ah, j'ai mangé 3 chocolats, heureusement que je suis allée au sport», j'ai même pas, compris et j'étais là genre: «Bah, ça va, 3 chocolats, c'est enfin, C'est pas une boîte, ça va. bah, je te comprends pas, et du coup, non, c'est vrai qu'il faut beaucoup goûter, et puis après, je pense qu'il faut rester ouvert à plein de choses, à des nouvelles techniques, à des nouvelles manières de faire, à des nouveaux produits, enfin en tout cas pour, proposer quelque chose, de renouvelé. Moi je pense enfin j'espère, c'est au tout début de mon aventure, mais j'espère proposer, de manière assez régulière des nouvelles saveurs, des nouveaux produits, avoir une gamme, renouvelée. Et je pense que c'est important pour le client que son intérêt soit toujours, maintenu.
mais aussi pour, ceux qui font le métier. Je pense que c'est les métiers de cuisine, c'est forcément des métiers un peu répétitifs et du coup, il faut introduire quelque chose de nouveau pour maintenir ses sens en éveil. Ouais, bah, tu es sur le podcast des découvreurs, donc on comprend bien la démarche. C'est vrai que ce côté exploratoire, même pour toi, ça doit être incroyable quand tu arrives à trouver le juste équilibre entre plusieurs saveurs et te dire, ah, c'est ça que je recherchais, et Ouais. l'atteindre, et d'ailleurs même peut-être parfois avoir des bonnes surprises. Ouais, ouais, non, c'est vrai que parfois il y a des produits où on pensait pas que ça sortirait aussi bien, donc ça, c'est vraiment chouette. Et en chocolaterie, confiserie, ce qui est pas facile, enfin, en tout cas, moi, je travaille qu'avec des produits frais. Et, et de ça naît une variable qu'on n'a pas forcément quand on travaille aux arômes, aux choses comme ça. C'est qu'il faut sans cesse se réadapter aux produits qu'on a sur le coup. C'est-à-dire que, je sais pas, une racine de gingembre, elle a pas forcément la même puissance que celle qu'on aura reçue la semaine d'avant. Donc il y a aussi ça où il faut constamment se réadapter aux produits. Mais ça, c'est chouette, ça fait aussi partie un peu du monde vivant, quoi, de l'aspect vivant des produits qu'on travaille. Tu parlais de ces plusieurs phases où il faut goûter ce qu'on est en train de créer. Comment on déguste du chocolat? Comment on reconnaît un bon chocolat? Est-ce qu'il y a une méthode en fait de dégustation comme dans le vin par exemple? Ouais, il y en a. Moi, très franchement, je suis pas une profonde convaincue des méthodes de dégustation. Hem, J'encourage juste les gens, quand ils mangent un bonbon de chocolat, à le manger en entier parce que, enfin, en tout cas, chez moi ou chez papa, je ne le prononce pas forcément pour, les autres chocolatiers, à le manger en entier parce que, c'est comme ça qu'il a été conçu et c'est pour avoir tout le bon équilibre des saveurs. Hem, Souvent les gens ont tendance à croquer dedans, ce que je comprends, hein, c'est pour le manger en plusieurs fois. Mais c'est vrai que l'équilibre n'est pas le même quand on le mange en une fois parce que, hem, par exemple, moi je travaille beaucoup en infusion. Les parfums de l'infusion ne viennent pas de la même façon si on prend un tout petit bout que, si on prend le chocolat, en entier. Donc moi, c'est la seule chose que je recommande. Après je pense que la meilleure manière de savoir, si quelque chose est bon, c'est ce qu'on a ressenti, il y a, 1000 définitions du bon, donc il faut manger et voir ce qu'on aime. Et le seul petit autre conseil que je peux donner, c'est que si on mange plusieurs chocolats, il est peut-être mieux de commencer par, le moins fort et d'aller au plus fort. Sinon les moins forts risquent de sembler, un peu fades, ce qui est pas forcément le cas, hein. Oui, À la c'est base. relatif en fait entre la force Ouais, des chocolats. Et ouais, d'ailleurs, ouais, par rapport à exactement. ça, je pense qu'on va faire sauter un mythe là, tel que tu parles du chocolat, mais on est d'accord que le meilleur chocolat n'est pas forcément le chocolat noir. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre parfois. C'est une affaire de goût. À partir du moment où on est sur une qualité similaire dans les chocolats. Exactement. Pour moi, c'est vraiment une affaire de goût et de qualité. Tu fais très bien de le souligner parce que c'est vrai que, malheureusement, très souvent, le chocolat au lait, je pense notamment au chocolat au lait industriel, c'est l'occasion, en fait, de réduire ses coûts. Donc on le bourre de sucre, on le bourre de lait et on laisse presque plus de cacao, qui n'ont même plus l'appellation de chocolat, tellement, ils mettent d'autres choses que Ah oui, d'accord. ouais, ouais, ça s'appelle plus du chocolat au lait, Les c'est biscuits. donc et c'est vrai que souvent ça va être associé à ça, mais en réalité la qualité, rend toute sa noblesse au chocolat au lait. Alors c'est vrai qu'il y a un discours que le chocolat noir serait le vrai chocolat, mais à partir du moment où les 2 sont des produits transformés, parce qu'il faut pas oublier que le chocolat noir, c'est aussi un produit transformé, hein, la fève de cacao est transformée et puis il y a quand même un ajout de sucre. Sauf si on prend du 100, mais le 100 en réalité n'a pas l'appellation de chocolat non plus. Heu, c'est, de la liqueur de cacao, c'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord. C'est pas du chocolat. Pour avoir du chocolat, il faut du sucre. Donc effectivement, moi j'adore le chocolat au lait. J'aime autant les 2. Je pense que c'est vraiment une question de mood. Il y a des jours où on est un peu, on a envie, de quelque chose d'un peu plus doux
et il y Je a des suis assez choses, d'accord. ouais, donc moi, je suis vraiment, pour les 2 et c'est vraiment une question de comment c'est travaillé et de qualité, moi, je propose, selon moi, un chocolat, au lait qui est exceptionnel, qui a des goûts, de biscuits, de caramel, qui est super, qui est sucré au sucre de canne. Je pense que la qualité, change tout, mais je pense que c'est vrai pour tout et c'est quelque chose que je me suis dit à maintes occasions, tout est bon, si c'est bien fait, en fait. Oui, c'est ce que tu nous dis, enfin nous poses comme question, c'est pourquoi choisir? Ouais, Quand, ouais. voilà, Ah ouais. tout peut convenir. On parlait là du cacao et je sais que ça fait partie, des démarches, de l'époque, hein, dans tout ce qui est, alimentation, le sourcing des produits, des Mmh. ingrédients. Alors, je suis pas plus renseigné que ça, sur le sujet, mais il me semble que le cacao quand même a un impact, écologique. Mmh. Donc je voulais savoir si, pour toi, c'était des choses, que tu considérais, à quel point, comment tu faisais ça? Voilà. Bah, alors, en fait, le problème du cacao, enfin, il y en a plusieurs, c'est pas forcément percé, un problème, écologique, c'est-à-dire que la plantation du cacao est pas percée, nocive parce que, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'un cacao, pour qu'il pousse, il faut nécessairement, un cacaoyer pour qu'il pousse, pardon, il faut nécessairement, de la biodiversité autour, c'est-à-dire qu'il faut des arbres plus grands qui protègent le cacaoyer. On peut pas Mmh. avoir des champs, que de Oui, à cacaoyers. perte de vue, ouais, OK. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être chouette. Le problème, enfin le problème majeur, et puis je suis pas non plus une experte, sur le sujet, hein, mais, le problème majeur, c'est qu'on mais je pense que ça se pose dans d'autres, cultures, c'est qu'on je crois que c'est en Afrique notamment, on a tendance à fouiller un peu des terres, pour étendre, les champs de cacao qui sont faites de manière, ultra intensive et après il en résulte, il en laisse enfin, il laisse des terres, derrière qui sont, plus du tout, utilisables, parce qu'elles ont été trop forcées, quoi. Ouais, trop Et je sollicité, ouais. Ouais et je crois que pour faire ça, en plus, il y a des endroits où on va sur des terres qui sont hyper saines, Mmh. et on met de côté, complètement les autres cultures, ce qui peut poser des problèmes, éventuellement pour les populations locales et en plus, un des autres problèmes majeurs, c'est surtout, l'éthique, qui se pose dans la culture, où il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont vraiment, maltraités et ou, sous-payés, et je crois qu'il y a des vrais problèmes éthiques à ce niveau-là. Plus que dans l'agriculture pour soi, par exemple, si je fais un parallèle avec l'avocat, le problème de l'avocat, c'est que ça consomme énormément d'eau, et que ça peut poser des problèmes. Par exemple, je crois que dans certaines régions du Mexique, ils n'ont même plus d'eau, à boire, à cause de la culture de l'avocat et que du coup, ils se retrouvent à tous boire, du coca parce que c'est moins cher que l'eau, ou un truc comme ça. C'est pas le même genre de problème Là, c'est qu'avec plus le cacao. socio-économique pour Ouais, c'est le ça, c'est ça. cacao. Du coup, c'est vrai que, c'est chouette de faire attention avec ton travail et de toute façon, je vais te dire, en général, c'est lié avec la qualité. Alors pas toujours, bien sûr, mais en général, c'est lié avec la qualité. C'est-à-dire que, les plantations sur lesquelles, on a des gros problèmes, social et éthiques, c'est C'est pas des gens mmh. qui vont généralement prendre le temps de faire du bon cacao. Encore une fois, Ouais. je parle de manière générale. Évidemment, il y a des contre-exemples partout. Mais, généralement, ça marche ensemble. Du coup, encore une fois, si on se dirige vers du qualitatif en se renseignant un peu, je pense qu'il est possible de régler quelques problèmes, mais pas tous évidemment. Et aussi le cacao, je crois que ça demande, enfin je crois pas, je suis sûre, des propriétés climatiques très particulières. C'est quelque chose de très fragile, et du coup, si c'est mal fait, on peut avoir, des tas de plantations, inutiles, donc on aurait défriché, des lieux, qui fonctionnaient bien pour quelque chose à zéro rendement qui après va finir tout sec, ça peut être un problème. Mais si on se dirige vers, des agriculteurs conscients, bien que parfois c'est pas l'agriculteur qui a la maîtrise de ce qu'il fait, mais vers des plantations, conscientes,
Je pense qu'on peut éviter une partie du problème, mais le sujet, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que du coup, on a dit la solution au problème, c'est que ces plantations-là proposent du cacao bien plus cher que les autres. Donc, malheureusement, tout le monde ne se tourne pas vers elles pour cette raison-là. Je pense que c'est uniquement pour ça. Moi, j'achète mon cacao à un tree to bar. Donc c'est, l'étape au-dessus du bean to bar qui est hyper à la mode, en ce moment. C'est, l'agriculteur qui directement, transforme, sa fève, alors que le bean to bar, c'est quelqu'un qui reçoit ses fèves et qui les transforme en chocolat. Mais il y a moins de Donc traçabilité, ouais, forcément. ouais, il y a moins de traçabilité, puis c'est moins équitable pour, l'agriculteur parce que là, en gros, ben, il y a zéro intermédiaire, quoi. Lui vend, C'est lui qui valorise le produit ouais, initial, quoi. c'est ça. Lui vend, alors ce qu'on appelle la liqueur de chocolat qui est qui est du chocolat à 100%, mais comme je vous disais, c'est pas réellement du chocolat, mais pour la lisibilité de mes propos, il vend sa liqueur, au prix, à laquelle est valorisée la liqueur. C'est-à-dire qu'un kilo de fèves de cacao, c'est pas du tout le même prix qu'un kilo de chocolat. Et du coup, même pour eux, c'est vachement plus chouette. Et et puis ouais, on a une traçabilité totale, maîtrise, complète aussi, de la manière dont la liqueur est créée. Donc ça, c'est hyper chouette. Hem, mais nécessairement, bah, ça va être beaucoup plus cher que d'autres. Mais je pense que quand il y a la qualité qui est au rendez-vous, je pense que c'est pas gênant. Je pense il y a un public qui est prêt à comprendre que la qualité a un certain coût et du coup, c'est chouette de pouvoir, travailler avec eux. Et en plus, ce qui est intéressant dans le chocolat à cet égard, c'est qu'il est associé à des moments festifs ou en tout cas de partage, de Mmh. convivialité, Mmh. et à moins d'être un accro au chocolat, ce qui peut arriver à des gens bien. Moi, c'est Euh, super, moi j'adore les accros au chocolat. Venez, 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 33 avenue de l'Opéra. Ouais. Ouais. Euh, c'est une consommation qui est en fait ponctuelle, Mmh. réservée à des instants, donc finalement on peut y mettre peut-être un peu plus le prix, mais je voulais revenir sur ce que tu disais aussi par rapport, on va dire, à certains chocolats, enfin qui ne s'appellent plus chocolat dans le monde industriel, et Ouais. ce que ça suggère aussi, c'est notre mode de consommation, c'est que là, moi, j'ai été le premier à te questionner sur l'impact de la production de cacao. Il y a 36 exemples comme ça. Il y a l'avocat, il y a le saumon. Alors que tout ça, c'est des produits qu'on consomme dans tous les sens parce que c'est healthy, c'est les nouveaux codes d'alimentation. Et en fait, on ne peut pas acheter ces produits qui, à la base, étaient des produits, alors plus ou moins de luxe, là, entre les trois cités. Mais à partir du moment où c'est hyper accessible au niveau prix, il faut se poser la question de comment c'est produit et si au final on a besoin de plus de cacaoyer, c'est qu'on consomme plus de chocolat et peut-être que on ne devrait pas consommer autant de chocolat, pareil pour le saumon ou Ouais. les avocats. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais, non, c'est sûr que, des produits de toute façon, heu, pour l'avocat et le chocolat, c'est des produits dont la culture est compliquée, ça va être des produits exotiques, ça peut pas être pas cher. Ça peut pas être pas cher. Si c'est pas cher, c'est que, Oui, il y a un loup, forcément. ouais, c'est qu'il y a un problème soit au niveau de la fève, mais aussi au niveau de la compo parce que ça peut aussi vouloir dire que dans votre chocolat, il y a que du sucre, quoi. Il y a de la lessive. Ouais. Non, mais, et même, alors là, comment dire, je pense qu'il faut consommer aussi en pleine conscience, c'est que quand on déguste un chocolat, aussi bon et qualitatif soit-il, il faut se dire que c'est de la matière qui a voyagé et qui vient Mmh. de l'autre bout du monde. Et à mon sens, à un moment donné, voilà, il faut vivre, c'est très bien d'en déguster, mais il faut le faire en pleine conscience. C'est que ça vient de l'autre bout du monde, donc je vais pas manger du chocolat toutes les heures de chaque jour que fait l'année, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais et c'est pas un produit, qu'on peut faire pousser, en Europe. Alors j'ai entendu dire, mais je sais pas si c'est vrai, qu'il y avait, des essais au Maroc, de plantation de cacaoyers. Ah mais Je sais pourquoi pas pas? ce que ça vaut, Ouais. mais ce serait
serait marrant, ce serait cool. Mais et ça d'ailleurs, là tu ouvres un peu la porte, mais il y a pas de plantation un peu sous serre? Alors, j'allais employer le mot artificiel, je sais pas si c'est le bon, Pas à ma mais connaissance. non? OK. Pas à ma connaissance. Après, ça veut pas dire qu'il y en a pas, hein, mais pas à ma connaissance. C'est vraiment, pas facile, de faire pousser un cacaoyer. C'est long, il faut vraiment des conditions, climatiques, assez spéciales et puis ça met 7 ans à produire ses premières fèves donc non, pas encore. Par contre, il y a des avocats en Sicile. Ah oui, exact, Ouais, oui, ouais. effectivement, donc un peu plus proche. Et du coup, voilà, on est allé à l'extérieur, alors on est allé se procurer la bonne fève de cacao, mais pour revenir à ton atelier, je veux bien que tu décrives pour les auditrices et les auditeurs un peu tes créations et comment te sont venues un peu les idées. Je trouvais ça intéressant, on en avait un peu discuté ensemble. J'ai plusieurs gammes. Ma gamme principale, c'est donc, des petits chocolats en forme de pyramide. La pyramide, c'est un peu, une ode à Paris. Donc moi, je suis parisienne de naissance. J'y ai toujours vécu. C'est vraiment une ville que j'aime du plus profond de mon cœur et qui m'inspire beaucoup parce que pour son énergie et parce qu'elle est magnifique. Architecturalement, c'est un bonheur. Et je suis vraiment convaincue que quand on est entouré de tant de beauté, il y a un côté apaisant. Euh, je pense que ça améliore la qualité de vie, enfin, selon moi. Et la pyramide étant un symbole parisien à plusieurs égards, que ce soit la pyramide du Louvre ou la pointe de l'obélisque de la Concorde, j'ai trouvé que c'était une forme qui se prêtait bien à mon identité de marque. Et se rajoute à ça un peu une Madeleine de Proust parce que quand j'étais petite, quand j'avais 6 ans, papa avait fait la reproduction d'une pyramide en chocolat qui était toute dorée et j'ai vraiment trouvé sur le coup que c'était une des plus belles choses que j'avais vues de ma vie. Parce qu'en grandissant, ça m'est resté comme étant la forme parfaite du chocolat, de la même manière que pour les Grecs, la forme parfaite c'était la sphère. Moi, c'est devenu la pyramide. Donc ce sont des petites pyramides qui sont soit des ganaches, soit des pralinés, avec la particularité qu'on est sur une composition végétale. Alors bien sûr, on en parlait tout à l'heure, j'utilise quand même du chocolat au lait, mais c'est le seul ingrédient dans ma cuisine qui comporte un produit d'origine animale. Le reste, on est sur une composition entièrement végétale, c'est-à-dire sans crème, sans lait, sans beurre et sans œufs. Ce qui est pas très courant, je dois dire, pour des chocolatiers artisanales, en France. Et moi qui ai un choix, qui m'a permis en fait d'aller vers des textures assez, nouvelles, d'une part, mais aussi assez variées d'un chocolat à l'autre. C'est-à-dire que comme mes chocolats, n'ont pas une base uniforme, généralement, par exemple, la ganache, c'est de la crème et du chocolat. Et puis après, on décline la saveur. Et moi, comme j'utilise pas de crème, à chaque fois, je suis obligée d'utiliser une autre base et ça varie en fait en fonction du produit. J'essaye de d'utiliser toujours le produit comme base. Par exemple, j'illustre mes propos. Pour la ganache citron, j'utilise directement le jus de citron. Pour la ganache au gingembre, je fais une extraction du jus de la racine et j'utilise directement le jus. Heu, pour une ganache à l'algue, j'ai une ganache à l'algue qui est assez, Incroyable. douce. Ouais, elle est assez douce, c'est ce que les Japonais appellent la saveur umami. Donc c'est quelque chose de sweet and sour un peu, bon plutôt moi là, c'est plutôt, Aigre-doux, ouais, un peu. voilà, ouais, c'est ça, exactement. Hem, donc là, on utilise, la feuille de nori, et les algues qui vont un peu avoir, ce côté, qui vont gélifier un peu la masse. Hem Donc voilà, le végétal donne beaucoup de pistes d'exploration parce que comme c'est pas quelque chose qui a été beaucoup exploré en chocolaterie, ça permet un peu d'avoir une offre un peu renouvelée avec des textures chouettes et des saveurs intéressantes. Côté praliné, moi, il me tenait à cœur de tous les fabriquer moi-même. C'est pas toujours le cas chez les chocolatiers. Moi, je trouvais ça hyper important, d'une part parce que je voulais des choses vraiment poussées en fruits secs, donc sur les pralinés, pour l'instant, on a une teneur qui est à peu près à 70% de fruits secs. En général, on est plutôt autour de 50. Et aussi parce que je voulais la maîtrise des sucres qui étaient apportés dedans.
Donc moi, généralement, je travaille sans sucre ajouté. Les pralinés, en revanche, il y en a forcément parce que sinon c'est pas du praliné, c'est de la pâte de noisettes et non pas du praliné noisette. Donc on est obligé d'avoir un apport de sucre, mais je voulais maîtriser les sucres qui vont dedans pour des raisons gustatives parce que enfin, dans la plupart des cas, c'est le sucre blanc qui est utilisé. Euh, Ce qui crée quand même une certaine uniformité, alors que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de sucre à disposition et il y en a qui ont vraiment des propriétés gustatives intéressantes. Je pense par exemple au rapadura, que moi j'utilise avec certains fruits secs avec lesquels ça marche super bien. Après, ça marche pas avec tous. Par exemple, j'ai essayé avec la pistache, ça marche pas du tout avec la pistache. C'est Donc, dommage. ouais. Ceux pour lesquels ça marche pas, j'utilise quand même un sucre de canne bio de préférence. Et donc c'est pour ça que je voulais faire moi-même mes pralinés, d'une part parce que c'est chouette de tout faire de A à Z, et d'autre part parce que la qualité de produit que je recherchais, elle existait pas sur le marché comme je la souhaitais. Mmh. Et cet aspect, créatif et exploratoire, Mm. bon, pas à la virgule près évidemment, mais ça représente combien de ton temps? Bah, en ce moment, pas, je pense que c'est très variable selon les périodes. En ce moment où on est un peu dans le rush des fêtes, où il y a beaucoup de prod, où c'est le moment de l'ouverture, où j'ai pas forcément une équipe complète, puisque bah, quand on démarre, c'est toujours comme ça, hein. Il nous faudrait toujours plus de gens que ce qu'on a. Et bah, en ce moment, j'ai pas trop le temps parce que parce qu'il y a d'autres choses à traiter dans les priorités des urgences. Oui, ça En reste revanche, un business et il y a ouais, l'opérationnel, voilà, c'est faut ça, c'est ça. Donc en ce moment, j'ai pas le temps. En revanche, quand c'est des périodes plus calmes, bah, là, c'est ça prend une place plus importante. De toute façon, les idées, elles viennent, quand on est ouvert à d'autres choses, elles viennent pas, quand on est en production, de 8 heures à oui, la 21 heures tête dans le qu'on sort guidon, pas là, ouais. ouais. Voilà, donc de toute façon, c'est assez, lié. Mais sinon, c'est difficile de quantifier le temps parce que comme justement, c'est pas un process, maîtrisable, les idées, c'est un peu aléatoire. Il y a des moments où on va avoir trois quatre idées, du coup on a envie de toutes les tester et du coup ça va prendre du temps, et il y a des moments où on n'en a pas forcément. Je pense que c'est un peu comme les artistes, hein, j'imagine, qu'il y a des fois où ils sont super inspirés et des fois où, ils Un ils peu sèchent moins un peu, inspiré. quoi. Ouais. Et je voulais revenir alors sur la dimension entrepreneuriale et là, voilà, tu as ouvert en novembre, Mmh. cette chocolaterie. Ça a l'air de très bien marcher, mais quand tu as lancé ton projet, comment tu l'as vécu? Voilà, tu as posé tous les jalons, tu as travaillé, l'intérieur, le design, Mmh. de la partie boutique, tes créations, voilà, tout est bien ordonné. C'est le jour J. Comment tu as appréhendé ça et peut-être est-ce que tu aurais des conseils, à donner par rapport à ça? Bah, moi, le conseil que je donne, tout le temps et même, aux personnes avec qui je travaille, c'est un travail sur soi, hein, c'est pas facile, mais c'est d'essayer de jamais, être stressé parce que, le stress, c'est un facteur paralysant, en fait, c'est Mmh. quelque chose, alors, il y a des gens qui parlent de stress bénéfique, moi, j'ai jamais vu, mais Toi, ça te paralyse, ça te met dans un glaçon plutôt. ouais, enfin, je trouve, en fait, ça fait qu'on n'est pas on n'est pas en pleine, capacité, on maîtrise pas tous ses moyens et Mmh. ça a plutôt tendance, en fait, à nous faire des boulettes ou à nous paralyser. On est dans l'émotion, Heu, on n'a pas ouais, le «recul» entre guillemets. c'est ça. Donc j'essaye toujours, alors parfois on n'y arrive pas, hein, mais j'essaye toujours de me dire que, ben, ça change rien, qu'on fait ce qu'on peut, au mieux, et que c'est uniquement comme ça qu'on arrivera à résoudre les difficultés qui peuvent se présenter, quoi. Mais forcément, il y a des petites surprises. Par exemple, le jour de l'ouverture, moi, j'avais, fait des essais pour, mes techniques, de décor, et mais quand on fait des essais, bah, forcément, c'est pas en même, quantité, quoi. Quand on fait des essais, bah, on fait pas 5 kilos de chaque parfum, quoi. C'est un essai, et du coup, je me suis rendu compte le jour de l'ouverture que j'avais des décors qui tenaient pas, dans le temps.
Donc en fait, j'ai ouvert mes boîtes de chocolat, il y avait 4 parfums, c'était les mêmes. Ah, Le dur. décor était parti, et bon, bah, il y avait rien à faire, ça servait à rien d'être catastrophé, ça servait à rien de dire: «On refait tout» parce qu'on peut pas faire, on peut pas tout refaire le jour même, dans l'heure de l'ouverture. Donc on a fait comme ça et puis, ça m'a un peu embêtée, mais il y avait pas le choix, donc je suis passée à autre chose et puis on a retravaillé des techniques de décor et voilà. Donc il faut se dire quand on est entrepreneur que tous les jours il y a une surprise, elle peut être bonne ou mauvaise, mais faut la prendre, l'accepter, passer à autre chose. Oui, c'est ça, Mmh. accepter je pense que c'est vraiment le mot important, accepter qu'il y a des choses qui sont pas, dans notre contrôle ou en tout cas qu'on les avait pas, anticipées et surtout toi tu as capitalisé dessus, c'est que finalement, les décors derrière, vous avez, agi en conséquence et changé votre méthode, quoi. Et par rapport à quelqu'un qui voudrait se lancer, toi, quelque part, ce qui est intéressant, c'est que tu as mûri, le projet depuis l'âge de 4 ans ou 6 ans comme tu le disais. Mais quelqu'un qui veut lancer, son entreprise, son projet, hem, quel conseil tu aurais à lui donner? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet, c'est, beaucoup, beaucoup d'investissements, personnels, mais aussi financiers. Alors bien sûr, je parle pas de tous les projets, heu, ça dépend lesquels. Donc pour moi, il faut avoir économisé avant. Je sais que c'est un conseil très terre à terre, mais il faut avoir économisé avant parce que, il faut quand même avoir, la capacité de pouvoir se dire: «Bon, bah, pendant, 1 an, je ne paye pas», par exemple. Parce qu'il faut avoir conscience qu'un projet, c'est ça peut mettre du temps à démarrer, hem, donc il faut avoir un peu sous la pédale et puis même pour lever des financements bancaires, il faut avoir un peu de sous. Donc je pense que malheureusement c'est pas hyper charmant, mais ça va être souvent le point le plus, bloquant pour les gens. Donc c'est vrai qu'un projet, il se construit pas du jour au lendemain. Il faut accepter que ça prenne du temps et que quand on a une idée, on peut avoir une super idée, mais c'est pas pour ça que dans 2 mois, on pourra être prêt à le réaliser, quoi. Ouais, il faut surtout avoir les «moyens» entre guillemets de son idée et Mmh j'apprécie que mh. tu en parles comme ça, de manière, très, directe. C'est vrai que sans financement, ben, pas de concrétisation et le projet n'existe pas aussi bon soit-il sur le papier ou dans notre esprit. Ouais, ouais, non, c'est clair. Après, bien sûr, il y a toujours, encore une fois, il y a toujours des contre-exemples. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont des idées tellement brillantes qu'ils vont sûrement trouver quelqu'un pour les financer. Mais je prends par exemple, enfin, mon cas qui est un business à l'ancienne, hein, les artisans, c'est des business à l'ancienne et puis ça concerne pas mal de gens. Mais, bon, moi, enfin, je veux dire, personne n'aurait investi, parce que je faisais un joli sourire, quoi. Donc, donc il fallait que j'ai de quoi faire. Donc et là, je suis contente d'avoir été, avocate parce que j'avoue que ça m'a quand même permis d'économiser. Donc finalement, Et tu as je me plaidé dis: ta cause justement. «Ouais, il y a rien qui arrive, sans raison» et même, c'est drôle parce que je suis pas forcément, une grande, prêtresse, du destin. Mais je trouve ça drôle quand même, que les choses s'emboîtent, toujours bien et notamment j'y réfléchissais l'autre fois, heu, donc papa il s'appelle Jacques et moi je m'appelle Jade et c'est drôle qu'on ait tous les 2 des noms aussi similaires, donc Jacques Génin et Jade Génin qu'on soit tous les 2 devenus Mmh. chocolatiers, Ah, on voulait donc financer Jacques! Bon, bah, c'est Jade. ah mince! Ouais, j'ai fait exprès, j'ai mis J.G, J.Génin. Bah, parfait, nickel, ça marche aussi et je pense qu'ils sont très contents les investisseurs, les banquiers qui t'ont aidé là-dessus, ouais. Ouais, c'est chouette et ce qui est chouette aussi, c'est, bon, bah, on a beau toujours, critiquer les banques, elles sont vraiment prêtes à aider d'ailleurs, plus les projets, comme les miens, c'est-à-dire, ce que j'appelle, les modèles à l'ancienne, avec des actifs tangibles, avec une boutique, que les nouvelles tech parce que pour eux, c'était plus intéressant. Si ça marche pas, ils ont de quoi, Oui, se retourner, ouais, ouais. exactement et du coup, en fait, c'est chouette parce que même dans un monde où, tout évolue et on a toujours l'impression qu'il faut, associer, une super tech à son projet, ben, en fait, il y a encore,
de la place pour ceux qui ont envie de choses plus traditionnelles et plus simples. Donc c'est cool que les deux puissent coexister. Ouais, super encourageant et surtout quand, alors bon, maintenant c'est un peu plus loin, mais sorti de Covid, peut-être fait financer pour un tel projet, c'est que voilà, c'est tout à fait possible à partir du moment où tu parlais de l'épargne tout à l'heure, Mm. de mettre ça en place le plus longtemps à l'avance, d'avoir de la perspective. Si c'est fait Ouais. intelligemment, c'est tout à fait faisable, quoi. Mm, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un peu lié, hein, je pense, à la démarche d'entrepreneuriat, mais les Français sont peut-être un peu moins cultivés financièrement, si je peux le dire comme ça. Il y a Mm. souvent dans les poncifs de se dire qu'il ne faut pas s'endetter, alors qu'il peut y avoir de la bonne dette quelque part. Ouais. En l'occurrence, quand il sert un projet entrepreneurial, si on a bien fait les choses, a priori, c'est une dette qui sera remboursée et c'est juste une avance concrètement qu'un banquier t'a fait pour lancer ton projet. Alors que si tu Mm. avais continué à économiser, peut-être que tu aurais dû le lancer dans 10, 15 ans. Ah oui, et puis il y a parfois aussi où il faut, enfin, ouais, ouais, où ce serait même pas possible, quoi. Mais je pense que ça, on en revient plutôt à l'aversion au risque. Il y a des gens qui sont risque adverse et il y a des gens qui sont prêts à prendre certains risques. Et je pense que ça, c'est aligné avec aussi ceux qui ont des profils entrepreneurs et ceux qui ne l'ont pas. C'est pas forcément une critique, hein. Bien sûr, oui, on est tous Moi, différents. mon compagnon, qui est avocat également, il m'a dit, Je reste enfin, avocat. ouais, ouais, et ça veut pas dire, enfin, c'est pas du tout une critique, mais je veux dire, il y a des gens qui veulent pas prendre ce risque, et je comprends, hein, donc c'est vrai que c'est pas les mêmes profils. Oui, c'est vrai que c'est aussi éminemment responsabilisant quand voilà, tu ouvres ta chocolaterie, il y a un problème avec les décors, ben, c'est vers toi qu'on se retourne et c'est toi qui dois trouver une solution. En l'occurrence, il n'y avait pas Ah de ouais. solution. C'est toujours en dernier lieu. C'est Ouais, tou Enfin, il y a personne à qui te retourner. Ça, c'est vrai que du coup, tu deviens un peu MacGyver. Moi, parfois, je fais des choses où je me dis: «Mais c'est improbable». mais je le fais parce que ouais, c'est ça, c'est pourquoi vous vous retournez tous vers moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, et puis en plus, bah, il y a plein de trucs, on sait pas, quoi. Enfin, on sait pas, mais il faut trouver une solution. Mais bon, après c'est chouette, hein, ça fait partie du fait que, il y a aucun jour, qui ressemble à l'autre. Ouais, complètement. Mmh. Jade, on est à 58 minutes et moi sur la fin de mes épisodes, j'aime bien demander aux invités de nous faire une recommandation de lecture. Donc ça peut vraiment être tout thème, hein, tout type de lecture, mais quelle serait la tienne? Il y a La Vague de Ingrid Astier qui est, un super livre, immersif, dans le monde du surf. Ça se passe à Tahiti, mais ça peut être chouette du coup, si on veut se réchauffer. Qui est génial. Ingrid Astier, c'est un auteur qui est absolument, fantastique. Elle a écrit plusieurs livres, d'ailleurs moi je recommande tous ses livres, et ce qui est génial, c'est qu'elle fait des énormes, travails d'enquête avant de faire ses livres. Et par exemple pour son livre, qui s'appelle La Vague, elle a passé 1 an à Tahiti, en étant l'ombre d'un des plus grands surfeurs. Alors, bon, je connais pas le nom parce que de base, c'est pas forcément un sport que je connais bien. Et elle procède comme ça pour tous ses livres. Généralement, c'est des histoires d'enquête, de meurtre, mais écrits merveilleusement bien. Donc, c'est un vrai plaisir. Et qui sont très proches de la réalité comme elle est. Et du coup, c'est hyper chouette d'avoir cet univers qui mélange et le réel et le fantastique, puisque elle n'écrit pas d'histoire vraie, mais en revanche, elle est extrêmement bien documentée et elle a une plume absolument parfaite. Eh bah, dis donc, tu pourrais être son attaché de presse. Mais merci beaucoup pour la recommandation. Et du coup, bah, je vais te laisser le mot de la fin par rapport à tes actualités, projets, voilà ce que tu veux partager dans cet ultime moment. Rien de particulier, hein, mes actualités avec l'ouverture, elles sont pleines et entières. Donc c'est ma nouvelle chocolaterie, la période des fêtes qui pour moi est une période merveilleuse. D'ailleurs, mes amis m'ont fait une super surprise, ils ont décoré tout mon appartement parce que je trouve que Noël est tellement magique. Je décore toujours intensément mon appartement et cette année avec l'ouverture, j'ai pas eu le temps. Ah, super Donc chouette. ouais, donc je recommande à tout le monde de faire ça, de bien profiter des fêtes
et de venir découvrir, les petites pyramides, c'est un super cadeau de Noël. Magnifique, au 33 avenue de Voilà. l'Opéra à Paris. Merci beaucoup Jade, Merci à c'était toi. super. Ouais, j'ai pas vu le temps passer. Les découvreurs, je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.